Attends. Bah oui. Non mais ça c'est mon fauteuil par contre. Oui, bah par contre si tu rentres, tu te tais, hein? C'est comme ça la vie. Bonjour tout le monde, vous êtes sur Nos langues dans ton oreille, le podcast où on va parler livres, lecture, langue et peut-être même langage. Moi c'est Eric. Moi c'est Isabelle. Et aujourd'hui, Isabelle, je baisse d'un ton parce que nous allons parler de lecture. Interlope. Alors, j'aimerais savoir ce que tu mets derrière ce mot. Alors, bah justement, tu fais bien de le demander puisque c'est un terme que tu avais utilisé pour me suggérer le thème de cet épisode et c'était assez flou, enfin, dans mon esprit. Et j'ai l'impression que c'est un peu flou aussi dans l'esprit de nos auditeurs, puisque j'ai posé la question pour savoir ce à quoi ça peut les faire penser. Et on a eu une antilope qui court dans la savane, nous avons eu Interlope toi-même, nous avons eu une discussion entre Kafka et Bukowski, et la capacité de lire entre les lignes. Donc tout ça n'avait pas l'air de nous emmener exactement sur le chemin que toi, tu avais en tête. Donc moi, si je reformule ce que tu entendais par là, c'est toutes ces lectures qui sont clandestines, non pas parce qu'elles ont un sujet subversif ou interdit en lui-même, mais tout simplement parce que ce sont des lectures que l'on va faire en dehors des circuits d'édition, en dehors du format livre classique qu'on peut avoir l'habitude d'avoir. Donc toutes ces lectures qu'on ne va pas pouvoir taper dans Google pour avoir un résumé, en gros. C'est juste. Mais avant ça, Isabelle, j'aimerais savoir quand même ce que tu as lu d'intéressant depuis la dernière fois. Alors, d'intéressant, j'ai lu, c'est très à la mode en ce moment, donc je ne vais pas en parler 1000 ans puisqu'il en parle très bien sur absolument toutes les émissions de France Inter notamment. J'ai lu Combat et métamorphose d'une femme d'Édouard Louis. Ah. C'est un livre très intéressant qui est vraiment dans la pure continuité de Qui a tué mon père. Donc on suit le parcours de sa mère et comment celle-ci, d'un emprisonnement de classe. En fait, tout le discours de Louis, c'est que sa mère est une femme de classe populaire, prisonnière du patriarcat, parce que la classe sociale ne lui permet pas de gagner son indépendance, grosso modo. D'accord. Et c'est un livre qui finit bien, contrairement à Qui a tué mon père, qui me semblait plus triste, puisque on voit sa mère gagner en quelque sorte son bonheur jusqu'à nos jours. D'accord. Et moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est intéressant, c'est touchant. L'écriture de Louis, elle est très très claire, c'est vraiment quelque chose tu le dévores très rapidement. Et voilà, je trouve que ça oblige à reparcourir des éléments de Bourdieu, ça remet un petit pied dans la socio, et voilà. Moi j'avoue que dès qu'il y a quelque chose qui sort un peu du duo Héribon Édouard Louis, j'ai tendance à le chercher assez vite. Et toi, t'es-tu plongé dans quelque chose de moins présent sur France Inter qu'Édouard Louis? Oui, à plus d'un titre, je pense. Alors, je suis pas tombé dessus par hasard, puisque je voulais acheter ce livre depuis longtemps, mais l'occasion était plus hasardeuse, dans le sens où on est passé avec une amie à côté d'une librairie, et je me suis dit, bon bah tiens, s'il long, je l'achète. C'est un livre d'ethnologie, qui s'appelle Les Lances du crépuscule, de Philippe Descola, et qui raconte, en fait, c'est une monographie sur les Achuar, qui sont un peuple d'Amazonie en Équateur et au Pérou, où il a fait, avec sa femme, ils ont fait un séjour d'ethnographe dans les années 70, pendant quelques années. Et donc Philippe Descola, c'est un anthropologue dont j'ai écouté les cours au Collège de France en podcast là cet hiver, qui est très intéressant, qui pose la question de comment l'anthropologie parle du rapport des peuples, notamment à leur environnement, à la nature, aux non-humains,
pose qu'on a besoin de concepts qui soient propres à d'autres sociétés parce que la distinction nature-culture, celle de Lévi-Strauss, bah, en fait, ça Mhm. marche que pour nous. Et les rapports entre ce que Lévi-Strauss et tout le monde appelle nature et culture ne se posent pas de la même façon selon les sociétés. Bon, ça, c'est le gros de son œuvre de Descola. Et donc là, ce livre-là, c'est vraiment un récit de son expérience quand il est allé là-bas. D'accord. C'est dans la collection Terre humaine, donc la même que Triste Tropique, etc. Et alors, ce livre est assez drôle parce que Philippe Descola, c'est quelqu'un qui intellectuellement est assez progressiste dans le rapport aux autres cultures, etc. Mais alors, son livre est écrit dans un style euh, qui rappelle vraiment le début du 19e siècle. J'ai jamais autant consulté le dictionnaire pour un livre un livre du XXe siècle, 1993, et à chaque fois que les mots que je vais chercher, enfin à chaque fois que je les trouve, il y a marqué vieilli ou archaïque. Quelquefois, il y a marqué littéraire. On dirait du sous Chateaubriand. Et vraiment, enfin voilà, c'est assez drôle. Et en plus, il a fait faire des illustrations par un dessinateur. Mhm. Et ces illustrations sont faites dans le style un peu de ces estampes, tu sais, typiques. Enfin, tu vois Jules Verne, tu vois Les Oui, Malheurs de Sophie, tu vois. Alors que, voilà, enfin, j'ai trouvé ça très drôle, pour du temps. ce style, ce vieux style, dans un livre qui pourtant, du point de vue, on va dire, des sciences humaines, est un peu enfin, peut-être, je dirais pas à la pointe, parce que ça commence à dater, mais est quand même quelque chose d'assez moderne, quoi. Mhm. Voilà. Donc rien n'interlope, ni chez toi, ni chez moi en tout cas. Non. Mais je pense que c'est le principe. Et que de toute façon, les lectures dont on va parler, et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler, elles se font même dans une autre temporalité, en fait, que les livres. Oui. Parfois Ouais. même, je pense que tu... Ah, par exemple, moi je sais que dans mes habitudes de lecture, j'ai un cahier dans lequel je Mm. note toutes mes pratiques culturelles, enfin tous les films, toutes les séries, toutes les visites de musées, à l'époque où ça Ah ouais. existait. Mm. Euh, Enfin, je note vraiment tout ce que je fais. Et je pense que tout ce qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est ce que je ne penserais pas à noter dans mon petit carnet, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors, pour commencer, peut-être, on va commencer à ce qui ressemble le plus à de la littérature Mhm. éditée. Donc, des choses on va dire des manuscrits. On va appeler ça des manuscrits. Oui. Parce que moi, j'ai été amené, je me suis rendu compte, en plus, en préparant l'épisode, que j'ai été amené assez souvent, finalement, à avoir entre les mains des choses écrites par des amis, Mhm. plus ou moins proches. Et c'est un peu ça, d'ailleurs, c'est un peu le souvenir de ces lectures qui m'avait donné l'envie d'en discuter avec toi. Oui. Parce que je trouve que le fait d'avoir entre les mains un livre, mais qui n'en est pas un, pas encore, ça a changé radicalement mon approche de ma lecture. Ta position de lecteur. Ouais, alors parfois explicitement parce qu'on me demande de corriger les fautes et de donner mon avis. Mhm. Qui ose ça? Qui ose quoi? Te demander l'avis sur un manuscrit. Ah, c'était il y a longtemps, il me connaissait pas encore. Non, non, mais c'est vrai que l'une comme l'autre de ces demandes, plus ou moins explicites, selon moi, enfin, ça me perturbe pour des raisons différentes. Les corrections, ça apporte un regard qui d'emblée te pose comme quelqu'un qui participe en quelque sorte à l'écriture, ou en tout cas qui a son mot à dire sur ce qui est présenté. Mhm. Et du coup, à la fois, je me souviens que, bon, à l'époque, j'étais moins chill aussi, donc au bout d'un moment, je me souviens de m'être agacé à devoir corriger certaines fautes, tu vois. Mais du coup, tu vois, ça tout de suite, ça te prédispose enfin, ça te braque peut-être un peu au Oui. bout d'un moment. Et en même temps, j'ai le souvenir, avec des manuscrits où je devais vraiment, où on m'avait explicitement demandé à ce que je corrige les fautes, donc vas-y, vas-y, vas-y. Et en fait, souvent, je ne pouvais pas je me retrouvais incapable de corriger parce que ça avait un impact sur tout. C'est-à-dire que j'ai relu là, je les ai retrouvés les documents dans mes vieux dossiers. Oui. Et par exemple, au début, tu vois, mettons, ces choses-là, ces pensées, écrit SES,
Oui, tu vois? Donc les siennes. oui. Sauf que dans le contexte, t'aurais plutôt envie, t'attendrais plutôt ses pensées, tu vois, avec un démonstratif. CES. CES, Mais ok. en fait, mais en fait, tu vois, plus t'y réfléchis, rien ne, tu vois, d'où est-ce que moi je vais dire, non, Non, c'est ça, celui-là plutôt qu'un autre. Les deux sont grammaticalement acceptables. Et petit à petit, à fur et à mesure que, parce que donc cet ami-là enfin, avait une orthographe qui demandait beaucoup de corrections, les terminaisons, etc. Mhm. Mais en même temps, je me suis rendu compte, en fait, en corrigeant, que la moitié des fois où j'avais envie de corriger, ben, C'était ce qui te faisait plaisir. Enfin, ce qui... ouais, c'était ça qui rendait le truc super intéressant, parce que ça ouvrait sur un monde de possibles, mais qui n'était tel que parce qu'on m'avait demandé de corriger, tu vois. Et qui paraissait... Enfin, si tu dis que c'était un... Comment? C'était des difficultés globales, je comprends. Enfin, moi, j'ai jamais corrigé de fiction, ou très peu, je pense, Ouais, d'amis. Par contre, j'ai été beaucoup amenée à corriger soit des fictions, mais d'élèves, vraiment des enfants au ouais, ouais, collège qui me donnent leur histoire. J'avais notamment un élève qui a été en train d'écrire une grande fresque sur les chevaliers de l'Apocalypse, ok, ce qui pour un élève de quatrième était pas trop mal, hein, d'ailleurs. ouais, Mais voilà, il y avait vraiment ce regard, il l'avait donné à sa professeure de français. hmm, Donc oui, un élève de quatrième, tu t'attends à trouver des fautes d'orthographe. Et sinon, j'ai beaucoup corrigé de mémoire, mais dans ce cas-là, c'était vraiment de la relecture d'amis, et c'était de la faute de frappe, de la faute hmm, d'inattention, et des problèmes de stylistique, des problèmes de syntaxe, euh, ouais, comme ça peut être un peu plus mon dada. C'était plus qu'une correction orthographique, c'était vraiment reformuler des phrases, faire des choses un peu moins lourdes, des choses comme ça. ouais, Donc j'ai jamais été dans cette position de... Mais je vois très bien comment des fois dans des copies d'élèves, des fautes d'orthographe que je sais parfaitement involontaires hmm, peuvent avoir un aspect presque poétique, parce que je me retrouve avec des phrases qui ouvrent un univers. Moi, je me rappelle très bien d'un dossier. Alors ça, c'était des lycéens. Je leur avais demandé d'écrire des nouvelles à partir de faits divers. Donc, ils pouvaient ouais, trouver n'importe quel fait divers et m'écrire une nouvelle à partir de ce fait divers. hmm, C'était des grosses nouvelles, hein, puisque c'était un atelier, enfin, c'était un atelier particulier, c'était pas le cours de français à proprement ouais, parler. ouais, ouais, Et il y en avait une qui avait fait une nouvelle sur cet avion écrasé dans les Andes, je crois, où il y avait eu du ouais, cannibalisme. oui, Et elle avait mis sauvé grâce à leur foi, je crois, mais elle voulait dire la foi dans la vie, tout ça, hmm, et elle avait écrit FOIE. c'est génial. Et sachant que ça parlait de cannibalisme, je savais qu'elle, elle l'avait pas fait exprès, mais Hmm, j'avais trouvé ça merveilleux. J'avais dit: «Bah, oui, c'est vrai». et oui. Voilà, donc ça c'était amusant. Après, et c'est là, je pense que tu as raison de dire, est-ce qu'il y a ce côté, tu sais, après, c'est la question qu'on pourrait se poser dans l'art brut. Est-ce que quelqu'un qui fait quelque chose de poétique sans le savoir, quelque chose de... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu ce côté, est-ce que si c'est pas fait exprès, on va avoir le même regard dessus? Oui, et enfin, la légitimité, elle est, pour moi, elle est là. On juge sur le résultat dans une œuvre. De toute façon, enfin, moi, je pense il faut se débarrasser de l'intentionnalité. Mmh. euh, Parce que d'ailleurs, on pourrait se lancer dans un épisode, enfin dans un segment du Crypto Proustcast à nouveau, en Sur parlant Sainte-Beuve, justement de la critique de Sainte-Beuve. ouais. Mm. J'y ai Mais pensé quand tu as commencé à parler de l'intentionnalité. Mais mais on en est pas sorti, parce que là aussi, il faudrait faire un épisode sur l'explication de texte et comment encore aujourd'hui, à la moulinette, les gens apprennent avec l'intention de l'auteur, alors que bon. Mais justement, le fait d'être en position de correcteur interroge ce point de vue-là, parce que les réussites de l'énonciation, de la création d'un texte, d'un discours, elles peuvent être complètement fortuites. Il y a des exemples dans Victor Hugo, qui écrit des centaines et des milliers de pages, dans lesquelles tu peux repérer une systématicité mmh. dans l'alternance par exemple, des fins de phrases ou des fins de mots entre ceux qui se terminent par des voyelles et ceux qui se terminent par des consonnes. Enfin, oui, il y a une étude qui a été faite
Le dernier jour d'un condamné, mais tu peux trouver ça dans Les Travailleurs de la mer, tu peux trouver ça dans des romans où c'est impossible que à tout moment, Ce soit le hasard. c'est à la fois un peu, enfin non, moi j'allais dire c'est impossible que Victor Hugo à chaque phrase se soit dit non je vais plutôt faire comme ci, non je vais plutôt faire comme ça, etc. Surtout quand tu vois, quand t'as accès à ces brouillons, etc. où tu vois très bien que la moitié de ce qu'il écrit, c'est au bout de quelques années, c'est écrit d'une traite, etc. Et que quand il revient, il barre juste une phrase. Donc, il y a une systématicité qui peut être complètement fortuite. Moi, il y avait une élève dans ma première année en seconde qui, dans un exercice où il fallait faire des vers, tu vois, elle avait fait donc ce que moi j'appelle, enfin ce que j'invite les gens à appeler une chaîne prosodique, mais ça parle pas trop. Donc c'était une rime interne entre plusieurs mots, tu vois. Les gens qui écoutent du rap connaissent bien ça. Et quand je lui ai dit en lui rendant sa copie, j'avais marqué sur le côté, mais en lui rendant, j'ai fait ça, c'était très bien. Il y avait un truc, il fallait parler d'une rose et il y avait tout un truc avec des R, tu vois. Et c'était signifiant parce que les mots qui étaient chacun reliés par ce R complétaient l'image de la. Enfin voilà. Donc je lui ai dit ça, c'est très bien. Et elle me fait bon un peu aussi par, je pense par orgueil inversé. Elle disait non, mais j'ai pas du tout fait exprès, etc., etc. Mais ça pose question. Quand la personne te demande de corriger, ça pose quand même question euh, ce qu'il ou elle ont voulu écrire. Oui. Parce que tu passes derrière, est-ce que Euh, tu peux corriger, enfin, bah, ça questionne aussi ta propre légitimité, je pense. Parce que quand tu es bah oui. lecteur, bah, tu es lecteur, quoi. Enfin, tu as pas de rôle à jouer. C'est c'est un peu. Ou plutôt le rôle que tu joues, c'est le rôle d'une réénonciation, c'est-à-dire que tu reprends dans ta voix, enfin dans ta lecture, Oui, une voix différente. oui, alors que quand tu as un rôle de correcteur, ça veut dire qu'on considère que tu as la légitimité de donner un avis sur ce qui est lu. Et Mm. alors que quand tu es lecteur d'une œuvre publiée, à la limite, si c'est très mauvais, tu vas presque juger plutôt l'éditeur que l'auteur. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Moi, bah, il y a quelques années ouais, il y a quelques années sur le site où on s'est rencontrés, Mm. j'avais reçu, comme j'écrivais les articles, enfin je faisais partie des gens qui écrivaient les articles d'actu. Il y avait, Ouais. quelqu'un qui nous avait envoyé son livre, pour qu'on en fasse, une critique Ouais. et c'était vraiment très, très mauvais. Enfin, Ouais. il y a vraiment rien qui allait et c'était truffé de fautes d'orthographe et j'en parlais, avec un ami, il Ok. disait: «Mais c'est pas possible, enfin, ça a pas été relu, enfin, c'est comment ça peut devenir un livre ça? Enfin, il y a une faute à Mm. toutes les pages, enfin, ça me semblait vraiment étrange comme objet livre». Et Ouais. bah, à l'époque, je connaissais pas trop et en fait, en faisant des recherches sur l'éditeur, je me suis aperçue que en fait, c'était pas un éditeur, c'était une maison d'auto-édition et en gros, tu envoies ton Ouais. manuscrit et ils te font l'objet livre. Mais par contre, ils ont aucun Ouais. travail Ouais. d'édition à proprement parler. C'est des imprimeurs, en Tu- gros. Oui. Et Ouais. du coup, Ouais. là, après, j'ai compris. Mais sur le moment, quand j'avais l'œuvre entre les mains, je me disais: «Mais vraiment, qui s'est dit: "J'ai ça entre les mains"?» Déjà, je vais le publier et puis après, moi, là, il y avait un problème qui relevait plus de l'auteur. C'était que comment, en tant qu'éditeur, tu peux te dire: «Je vais publier ça en l'état»? Ouais. Et du coup, ça met le doigt sur le rôle joué par, je sais pas, l'institution, l'édition, la culture, la société, dans notre accès à ces voix singulières qui sont inscrites dans ces livres. Oui, Parce que dès qu'on enlève la société, entre guillemets, non, pas la société, mais tu vois dès qu'on enlève cette institution de tri, oui, on se retrouve un peu démuni parce que il faut y aller à bras le corps pour savoir ce qu'on en pense en fait. Et c'est plus possible de se dire de mettre en pause son incrédulité. Je trouve que moi c'est ça ce que je résume de mes lectures et qui fait que parfois j'ai sans doute été un lecteur assez ingrat ou en tout cas insatisfaisant pour mes amis. mmh. Donc en quoi tu avais raison tout à l'heure de dire ils ont osé. C'est que j'avais pas le garde-fou de me dire attends, peut-être que
peut-être qu'il y a quelque chose, mais que tu le vois pas. Euh, Pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir été que négatif dans mes, tu vois, mais tout de suite, j'avais plus envie de dire que c'était pas bien. Oui. Mais parce qu'est-ce qui fait que quelque chose est pas bien, c'est aussi parfois qu'on ne sait pas encore que ça va nous modifier, tu vois. Mais là, on est au-delà de la position qu'on a face à ce qu'on lit. Il y a aussi, là, tu parles aussi du retour. Tu dis, j'ai été insatisfaisant en tant que relecteur par rapport à l'avis que tu as pu donner. Mm. Moi, c'est un dosage. Là, je reviens par rapport plutôt aux copies d'élèves. C'est tout un dosage où je sais que ce sont, par exemple, là, le petit garçon, le jeune ado que j'avais de 4e. Ah, là, en l'état, son livre sur les chevaliers de l'Apocalypse, bon, c'était pas chez Gallimard dans 2 ans. Hein. Oui. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut attendre de quelqu'un de cet âge? Alors, voilà, on n'est pas obligé de tous être des prodiges, mais je me dis, est-ce que maintenant lui dire c'est pas terrible, est-ce que c'est prendre le risque? Enfin, ou en tout cas lui dire faudrait que tu modifies. Enfin, puis c'est pareil, c'est que c'est une écriture qu'est-ce qu'on, même en tant que prof de français, je peux lui dire bon, je lui corriger les fautes d'orthographe ou des trucs comme ça, mais j'ai pas de légitimité à lui dire ah tu devrais plutôt écrire comme ça, tu devrais plutôt écrire comme ça. C'est une voix qui se développe. Qu'est-ce que tu endommages en disant ça c'est pas bien en fait? C'est ça. Qu'est-ce qui me dit que justement il va pas voilà, là il va rentrer en première, je crois. Qu'est-ce qui me dit que dans 5 ans, il fait pas des choses merveilleuses? Donc, Bah je oui. pars plutôt du principe, bah voilà, corriger vraiment les choses un peu formelles où je peux que dire bon bah là c'est pas correct, là c'est mal écrit, là c'est pas français, là on comprend pas. Mais au-delà de ça, c'est très difficile de donner son avis sur une voix. Un livre publié, il y a le j'aime, j'aime pas, et puis voilà, bah ça n'a pas d'impact. Mais quand c'est une œuvre inachevée, tu as une mini responsabilité dans le rapport que tu vas faire, quoi. Bien sûr. Est-ce que tu peux modifier ce que sera, mais à partir du moment où c'est une voix qui s'exprime, où on rentre vraiment en littérature, quel risque tu prends à dire ça c'est à modifier? Et oui. Ça fait prendre beaucoup de recul par rapport au jugement qu'on peut avoir pour les mauvais amis d'écrivains comme Max Brod, tu sais, l'ami de Kafka, qui notoirement ne comprenait rien à ce qui était bien dans Kafka. Mmh. Parce qu'en fait, c'est dur de savoir ce qui est bien dans ce qui en fait ne va devenir œuvre que par sa potentielle découverte d'inconnu en fait. Oui, C'est Deleuze dans l'abécédaire, Gilles Deleuze qui se moquait d'un éditeur dont il avait vu une interview où la journaliste lui demandait mais vous n'avez pas peur de passer à côté du prochain Proust, du prochain Beckett, et où l'éditeur lui disait non mais de nos jours on a des services entiers de chasseurs de tête, ça n'arrivera plus, nous les trouvons les prochains Beckett. Alors que si justement le principe, Deleuze en rigole, il dit le principe, enfin un Beckett, c'est de n'être pas tout ce qu'on pouvait savoir à l'époque de ce que ça allait être, et du coup il y a cette idée-là, cette découverte d'inconnu, comme elle est imprévisible, ben quand on te demande toi d'en fait, c'est vrai que ils sont un peu arrogants ces amis qui te font lire des choses parce que on te demande de décider à la place de la société si ça va faire œuvre. Mais de fait, oui, ça peut avoir un impact. Moi, je sais que j'écris beaucoup moins depuis qu'un de mes amis a lu ce que j'écrivais à l'époque et qui dans une moue indifférente, il m'a dit ouais, je vois pas trop ce que ça apporte et tout. Ça m'a ça m'a fait comme un choc. oui. Mais peut-être parce que on place trop aussi. Il faut être sacrément arrogant soi-même pour aller jusqu'au bout d'un projet d'écriture, je pense. Mais c'est une bonne arrogance. Oui, oui, oui. Moi, c'est ce que je te dis, hein. Moi, j'écris des petites histoires et je pense qu'il y a Mm. extrêmement peu de personnes qui les ont lues. Mais par contre, je sais que j'en ai déjà fait lire à des gens sans qu'ils sachent que c'était de moi. Oui, Tu vois? c'est malin. Comme, je trouve toujours des enfin, c'est arrivé une fois que je fasse lire à une amie, un truc que j'avais écrit, Mhm. mais en mode, c'est un truc que j'ai trouvé, enfin, c'était pas signé, quoi, mais Ouais. c'était pas de moi. Et Mhm. j'étais assez contente de justement, elle avait pas à s'embêter de tout ce qu'on disait là avant, de toutes ces précautions de quel impact je vais avoir,
dans ma relation, parce qu'en général, tu fais pas lire à des inconnus. C'est ça la difficulté, c'est que tu fais lire à des amis. Donc, Ouais, ouais. enfin voilà, tu sais pas si la personne est susceptible ou si tu vas lui causer de la peine ou voilà. Donc, tu évacues ça. Si c'est mauvais, j'ai l'impression que si on me dit que quelque chose que j'ai écrit est mauvais, ça me gênera moins si on sait pas que c'est moi qui l'ai écrit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Je trouve que c'est une manière d'évacuer ça, parce que je pense que c'est extrêmement difficile de confier une évaluation par quelqu'un qui te connaît. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on change complètement de regard sur ce qu'on est en train de lire à partir du moment où ça a pas été prévalidé par l'institution. Et je pense que c'est un danger et Mmh. ça relie, ce qu'on a pu dire dans l'épisode sur les privilèges où on avait invité Soraya sur, Mmh. puisque les voies institutionnelles modifient ton regard sur ce que tu perçois et puisque ces voies institutionnelles sont pas forcément ouvertes à tous, ça questionne vraiment Mmh mh. quelles sont les voies qui nous parviennent et comment une voie originale aussi peut émerger. Me Oui. semble-t-il que ça Oui, c'est oui. un vrai filtre et c'est une vraie question. Oui, 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 complètement. Alors pour conclure cette partie sur les manuscrits d'amis, moi Mmh. ce qui me fait rire, c'est que finalement, Oui. que ce soit ta pratique de faire lire et cetera ou tout ce qu'on a dit, j'y retrouve, la logique de Proust dans Le Contre Sainte-Beuve, qui serait de dire, non seulement on n'a pas besoin de connaître, les gens pour lire les œuvres, c'est pas la connaissance des gens qui va nous informer sur l'œuvre, mais en quelque sorte, même quand on les connaît, en fait, ça montre bien que ça pose problème. Et du coup, ça renforce cette idée, que l'œuvre est le produit d'un autre moi, qu'un livre est le produit d'un autre moi que celui qui se manifeste dans nos habitudes, dans la société et dans nos vices. Mmh. En revanche, Isabelle, Oui. il y a, d'autres types de lecture, d'écriture, plus ou moins clandestines, en tout cas non éditoriales, où on sait très bien, où c'est le but du jeu, de lire, quelque chose qui a été écrit pour nous. Oui. Et c'est le cas des correspondances, de la lettre, Oui. quand on écrit, Et quand on écrivait et encore. là va vite se poser aussi la question de, enfin, comme tu disais, c'est quelque chose qui n'est pas destiné à être publié et pourtant on sait qu'une correspondance suivant enfin, je pense qu'on pourra l'approfondir après, hein, heu, mais à mon avis, on est sur une corde raide entre ce qui fait œuvre et ce qui ne fait pas œuvre, tu vois? Dans une correspondance. Même Oui. si aujourd'hui, je pense que les choses ont beaucoup changé, enfin, ce qu'on va pouvoir dire aujourd'hui est énormément influencé par le fait que, bah, depuis une vingtaine d'années, les communications, même écrites, se sont énormément, développées avec le téléphone portable, les SMS, Messenger, WhatsApp, j'ai l'impression qu'on écrit tout le temps, enfin, il y a pas de journée où on n'écrit pas à quelqu'un d'autre, Mmh. mais de fait, la lettre est devenue d'autant plus minoritaire. Je pense que j'ai encore des amis qui m'envoient des cartes postales, j'ai quelques amis qui m'écrivent des lettres, mais je pense quand même qu'on est sur une pente descendante de l'usage de l'écrit et de l'objet lettre. Alors peut-être que je fais de mon Oui, oui, expérience oui. une généralité, mais j'ai pas l'impression que beaucoup de gens aient ne serait-ce qu'encore du papier à lettres ou des choses comme ça qui me semblaient quand même un objet de vie courante il y a peut-être 30, 40 ans. Oui, ça c'est certain. Bah, on peut pas, voilà, mais et on pourrait se poser la question des rapports et des différences, notamment entre, la correspondance, par lettre interposée, la temporalité qu'elle suppose et cetera, et les échanges quotidiens, par messagerie. Tu me disais, je crois, que tu aimais bien mettre les formes quand tu écrivais une lettre et que du coup, c'était le fait d'envoyer un objet Oui. autant que, un discours qui devenait important. Tout à fait. Pour moi, écrire une lettre et c'est marrant parce que moi, c'est ce qui en fait le charme et il me semblait que toi, tu m'expliquais que c'était quelque chose qui allait plutôt te repousser. Pour moi, écrire une lettre, c'est un geste. C'est vraiment, c'est un ensemble. J'ai l'impression j'aime choisir, un beau papier ou une belle carte ou enfin un beau support. J'aime, Mmh. avoir une belle enveloppe, trouver des beaux timbres, écrire enfin, c'est vraiment un temps que je vais consacrer et lorsque j'envoie une lettre ou un colis à quelqu'un,
il y a cette démarche volontaire de dire: «J'ai consacré du temps à Mmh. faire un objet, à t'écrire, à le poster». Il y a tout. Il y a constituer l'objet, il y a la rédaction, il y a le temps que ça suppose, pour avoir tout le matériel et ensuite pour poster la lettre. Ouais. Et pour moi, c'est un geste assez engageant. Enfin, Ah oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. voilà, je vais vraiment écrire une lettre et pour moi, c'est aussi au-delà du discours que je vais mettre à l'intérieur de la lettre, il y a déjà par la seule présence de la lettre à l'intérieur de la boîte aux lettres de l'ami, il y a: «Coucou, je pense à toi et je te Mmh. consacre du temps et Complètement. du coup, tu es important». Avant même Grave, qu'il y ait quelque chose qui ait été écrit, avant même qu'il ouvre la lettre, il y a déjà un message qui est envoyé par le fait que j'ai pensé à écrire une lettre. grave. Mais je suis d'accord avec tout ça. Je d'ailleurs, ce que j'aime bien, dans l'écriture de lettres, c'est, heu, ça déborde la lettre elle-même. Il y a tous les à côté. D'abord parce que tu peux le format, Mmh mh. tu pas obligé de faire que du texte. Tu peux mettre des dessins, tu peux mettre des paillettes, tout ce que tu veux. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est, j'ai une amie qui fait ça très bien, qui, je sais quand j'ouvre ma boîte aux lettres, si j'ai quelque chose, alors on s'écrit moins dernièrement, mais j'ai toujours su que ça venait d'elle parce que elle ne prend pas d'enveloppe blanche. Elle fait des enveloppes à partir de tout un tas de choses, Mmh. des pages de magazines, des machins, des tissus, des papiers. Donc je sais que ça vient d'elle. Un jour, elle m'a envoyé un carnet à moitié vide, mais où elle avait pris des notes. Et puis certaines adressées à moi, d'autres c'était pensez à faire la lessive, etc. Et donc j'ai eu mon petit carnet que j'ai pu lire comme une lettre. Donc ça c'est, moi je trouve ça génial. Non, en fait, il y avait un petit malentendu dans notre préparation de l'épisode, parce qu'effectivement, ce dont je parlais moi, c'était d'un malaise vis-à-vis de l'écriture même. Mmh. Parce que parfois, quand j'écris ou quand je lis certaines lettres, j'ai l'impression que le modèle de ce que doit être une lettre se superpose à l'écriture, et que au lieu d'être en train de s'adresser, quitte à y mettre les formes, mais d'être dans la relation, Mmh. on est en train de se livrer à une sorte de dinette épistolaire. Et encore, la dinette suppose une relation, ça peut être un jeu, etc. Donc peut-être que c'est moins grave, que c'est moins, il faudrait que je me décoince un peu de ce point de vue-là, mais j'ai été amené parfois à réécrire plusieurs fois une lettre parce que je trouvais que c'était absolument pas authentique, pas sincère. Je jouais à faire des lettres type littéraire en fait, Mmh. et c'est ça en fait moi qui me pose question dans la sincérité. Pas du tout le fait de prendre du temps pour en faire un bel objet ou même un beau discours. Ça, je trouve ça parfaitement légitime. Bah, je trouve, dans ce que tu dis à propos de la dinette épistolaire, je vois exactement un peu ce que tu veux dire et je trouve que ça va rejoindre quelque chose du rapport à l'ego qu'on avait pu aborder, hem, dans précédemment, hein, quand on parlait des manuscrits. Mmh. Heu, Mmh. il y a un peu ce petit jeu de quand on va écrire à quelqu'un, bah, on veut faire le mignon, tu vois? Je crois au-delà de ce qu'on veut lui dire, il y a un petit quelque chose de, «Regarde, j'arrive à écrire ça, j'arrive à écrire comme ça». Heu, Ouais. voilà, personne a envie d'écrire juste «Bon anniversaire» au dos d'une carte et de signer, tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même ce jeu du bon mot, ce jeu de la bonne formule, hem, qui à mon avis intervient. Justement parce qu'il me semble que la lettre désormais est un événement. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est qu'il y a une intention, il y a une démarche et peut-être que il y avait des lettres moins, il y avait moins ce jeu d'ego, il y avait moins ce jeu de caniche savant un peu, à l'époque où la lettre était un mode de communication classique. Mais il me semble que maintenant c'est presque un jeu de lettrés, tu vois? Enfin, Alors moi, je demande pas à ce que mes amis m'écrivent comme si c'était Annie Ernaux, hein. oui, bah, j'imagine. Par contre, mais même moi, non, non, je pense que c'est juste dans ce que tu dis, mais je pense qu'il faut pas confondre, en tout cas dans ce que moi, ce que j'appelle la dinette épistolaire, c'est pas le fait que ça soit bien écrit. Mmh mh. C'est vraiment le fait que, au contraire, je dirais, c'est dans mes jugements littéraires, j'appellerais ça que ça soit mal écrit. C'est-à-dire quelque chose qui ne ressemble qu'à son modèle, tu Mmh mh. vois? Et qui n'est pas, qui n'entretient pas des rapports même légers, même ténus, avec à la fois
ce qu'on a à dire et qui on est, Mhm. hein, qui sont indissociables dans un discours écrit, quoi, dans un discours On littéraire. perd sa voix, en fait, par volonté de faire une Ouais, belle lettre. c'est ça, c'est ça. La bonne lettre, pour toi, ce serait celle où t'entends ton pote te parler, quoi. C'est un petit peu ça. Alors peut-être que j'en demande trop, mais je peux très bien, si je reprends les lettres de mes amis, je peux très bien les classer en 2 tas, ceux où je trouve que c'est bien et ceux où j'ai l'impression que, ils sont en fait, ils sont très éloignés parce que, j'ai l'impression de les voir en train d'écrire, en train d'écrire ce qu'ils pensent devoir être une lettre. Et pour moi, il y a cette gêne, elle vient de ce que peut-être que c'est un fantasme, mais cette idée que une lettre suppose pour moi une certaine un certain naturel, une certaine spontanéité, puisqu'on va en reparler après, mais qui demande pas forcément, enfin qui peut demander qu'on y mette des efforts, mais que ces efforts soient des efforts vers comme tu disais, sa propre voix, et pas un effort d'ornementation cliché, quoi. Oui. Bon. Ouais, non, mais je comprends le blocage en quelque sorte. Bon, les amis d'Eric, il vous enverra la liste de ceux qui font des lettres, pas ça, hein. Je rassure tout le monde, ça se joue à l'intérieur de chaque correspondance. Ah, donc, C'est-à-dire que tout le monde fait des belles lettres ou des lettres moyennes. Mais mes amis se reconnaîtront très vite parce que je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui m'écrivent des lettres. Mais alors, puisque je parlais de spontanéité, je pense qu'on peut, on pourrait amorcer le dernier pan de ce dont on voulait parler. Oui, mais ça, c'était plutôt mon petit dada. Moi, ça me faisait rire parce que justement, je fais un virage hors des lectures interlopes pour parler des lectures interlopes, qui est que quand tu m'as expliqué ce que tu entendais par lecture interlope, moi, j'ai tout de suite pensé à la chanson de Brand Rhapsody, qu'on avait déjà évoquée dans notre épisode sur la chanson, de Benjamin Biolay et Jeanne Chéral, où ils s'envoient. En fait, c'est une chanson qui reprend toute une relation amoureuse, tout un couple, juste en recréant une correspondance, mais pas épistolaire, mais par post-it sur le frigo. En gros, il y a vraiment ce côté. Au début, je pense à toi, passe une bonne journée. Puis à la fin, c'est prends du PQ. Enfin, c'est pas ça, mais voilà l'idée. Hein, prends du PQ et puis rappelle ta mère, elle me saoule. Et j'avais dit ah bah oui, mais là c'est pas une lecture interlope vu que c'est quelque chose d'écrit, vu que c'est quelque chose de pas publié, mais en tout cas édité. Oui. Et quand j'ai demandé ce qu'étaient les lectures interlopes en discutant avec des gens, avec des amis, avec des auditeurs, il y a une personne qui tout de suite m'a dit ah bah oui, c'est comme la chanson de Brand Rhapsody de Jeanne Chéral et Benjamin Biolay. Donc là j'étais là, je vais le prendre en capture d'écran, comme ça je vais l'envoyer à Eric. Non mais ça joue à la lecture interlope parfaitement. Oui. Et moi j'aime beaucoup ça, et ça c'est mon côté creepy, flippant, ami un peu malsaine, hein. C'est que je garde tout. J'ai une lettre, j'ai une grosse enveloppe craft chez moi qui s'appelle Ils m'ont écrit, où je mets effectivement les lettres des amis, mais aussi tous ces trucs-là, tous ces trucs. Et pour ceux qui nous suivent sur Instagram, j'ai publié un billet qui date de, je pense, 2014-2015, peut-être un peu avant, peut-être un peu après, où c'était un lendemain de braderie. 2 amis dormaient chez moi, et moi et on l'appellera Lauriane, hein, puisqu'elle s'appelle Lauriane. On dort beaucoup le matin, et l'autre amie c'était un matin de braderie de Lille, donc elle voulait aller chiner assez tôt. Donc elle s'est enfuie, à mon avis, bien avant qu'on se réveille, et elle s'est dit, je vais pas partir comme une voleuse, sauf qu'en plus, quand on se lève chez moi, il y a des cochons d'Inde qui réclament de la nourriture. Donc, ne sachant pas quoi faire avec tout ça, elle a dit, il y a un pot de graines, un pot de croquettes. Donc, elle a dit, écoutez, dormez bien, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Et j'ai donné des petites graines aux cochons d'Inde, mais après que je lui ai donné, il bougeait plus. J'espère que j'ai rien fait de mal. Alors, ce qui était très drôle, hein, donc pour répondre à tous ceux qui ont cru que le cochon d'Inde est mort, depuis il est mort, mais pas du tout à cause des graines. Mais voilà, le fait est que c'était un mot qu'elle a laissé juste pour dire salut, je suis partie un peu tôt, on va se revoir dans la journée. Et puis j'ai nourri ton cochon d'Inde parce qu'il faisait du bruit.
Et ça n'avait aucune intention de rester. Je pense que vraiment, elle disait ce soir, Oui. enfin voilà, je vais le lire, je vais le mettre à la poubelle. Sauf que moi, comme je suis une amie un peu flippante, j'ai gardé ce mot. Et je l'ai ressorti, là, je l'ai ressorti pour l'épisode, et tout de suite, elle me fait ah, mais ça sort d'où ça? Donc je lui ai expliqué. Et en même temps, moi, de relire ce petit mot, et c'est là qu'on va toucher à l'intérêt de la lecture, tout ça, c'est que moi, lire ce petit mot, c'est la Madeleine de Proust, c'est l'intégralité de la braderie de l'île 2015 qui se déploie dans ma tasse de thé du matin, enfin dans ce petit billet, tu vois, ça se déploie. Je revois mon appartement d'alors, le cochon d'Inde de l'époque. Enfin voilà, il y a tellement de choses contenues dans ce petit billet que enfin, moi, j'adore tous Oui. ces éléments. Et toi, tu avais publié voilà, les petits billets entre personnes, mais également les bancs publics au sens la parole publique. BAN. Voilà, BAN. J'aime beaucoup aussi les petites annonces. J'aime beaucoup les affiches. J'ai perdu mon chat, j'ai perdu mon écharpe. Et puis les. Alors moi justement, j'ai pas voulu mettre d'annonce d'animaux perdus. En plus, il y en a une en ce moment dans ma rue Oui, pour un petit chat qu'en plus que je crois que je l'ai croisé, mais avant d'avoir vu le mot. l'annonce. Ouais. Mais ça me fend toujours tellement le cœur que je pouvais pas faire subir ça à nos petites oreilles. Ah, mais j'imagine, moi, cet été, j'ai vu pour une perruche. Et c'était tellement improbable, à mon avis, de retrouver une perruche. Mais la personne, c'était au Crotoy. Et l'intégralité des rues du Crotoy portait l'affiche J'ai perdu ma petite perruche, elle s'appelle Blue. Oh. Et je me disais, il y a tellement peu de chances que la personne retrouve sa perruche. Enfin voilà. Mais Ouais. voilà, pour moi, c'est des histoires en devenir. On parlait tout à l'heure de la littérature qui jaillit du fait divers. Enfin, tu peux tellement te raconter d'histoires, toi. Enfin, c'est encore une position de lecteur différente. On te donne le synopsis et après tu te débrouilles avec ça. Mais Oui. toutes ces. Faut savoir justement, est-ce que c'est encore de la littérature, est-ce que c'est une série Netflix, ou est-ce que le récit c'est de la littérature, mais justement je trouvais ça intéressant. Enfin moi j'ai choisi aussi parce que c'était une écharpe, mais aussi parce que la façon dont c'était écrit était intéressante. Et je vais t'embêter un petit peu avec ça parce que justement dans ces histoires de petits mots, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que ils ont leur place dans un podcast littéraire qui questionne la lecture, ou est-ce que finalement ils ne sont là que comme des indices de tout le reste? Et tu vois, est-ce que c'est la façon dont ils sont écrits? En fait, oui, je sais, mais tu vois, quel rôle joue la façon dont c'est écrit dans leur côté mémoriel et ou leur côté impactant? Enfin, c'est vrai que pour les mots d'immeuble, par exemple, les mots de cage d'escalier, dont tu remarquais que on les retrouve de plus en plus affichés sur les réseaux sociaux. Alors parfois c'était un peu scandaleux quand c'était des témoignages de crasses ingrates pendant le confinement, mais parfois c'est juste des mots assez drôles. Moi, et je trouve qu'il y a aussi un exercice littéraire dans les mots d'immeuble, des choses comme ça, parce que Bien sûr. parfois tu t'adresses à une seule personne. Mais en même temps, je pense que c'est de toute façon un sujet on est dans l'expérience de lecture, hein, vraiment, et ça appelle au personnel. Hein. Il y a très peu de temps, ça fait plusieurs fois qu'il y a quelqu'un qui laisse son chien uriner dans l'ascenseur et les parties communes de mon immeuble. Et ça m'énerve, vraiment, je trouve et qui ne ramasse jamais. Et je trouve ça d'une impolitesse et d'un manque de savoir-vivre crasse. Et je me suis dit, il y a un moment, je vais écrire un petit mot. Mais il y a tout un système de je ne sais pas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des chiens dans l'immeuble, donc je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas à qui je m'adresse. J'ai pas envie de passer pour la vieille acariâtre de l'immeuble, parce que je ne suis pas que ça. Et donc, il y a tout un exercice de style à faire parce qu'en général, quand on vient écrire un mot dans les parties communes, j'imagine que c'est rarement pour dire merci à la personne qui cuisine toujours des gâteaux et laisse une délicieuse odeur de cookies dans le hall. Enfin, tu vois, c'est rarement ça, les mots. C'est en général, si on communique, c'est parce qu'il y a un problème. Et comment trouver un équilibre pour ne pas être la rabat-joie de l'immeuble tout en faisant passer le message qu'on a à faire passer, je trouve ça très difficile. Et je trouve que c'est un exercice de style, vraiment.
Il y a une stratégie discursive particulièrement Oui, périlleuse à adopter. voilà. En tout cas, Donc, délicate. à la limite, pour moi, dans les mots d'immeuble, il y a pratiquement plus de pratiques littéraires que dans les petits mots entre amis, entre amants. Oui, oui, oui. Et en même temps, dans ce côté lacunaire, dans ce côté très épuré, cette absence de beau style, de vieux style, etc., se cache un autre style et l'expression à chaque fois d'une énonciation singulière, parce que tout le monde ne fait pas les mots de la même manière, même si c'est vrai que par leur côté utilitaire, il peut y avoir un côté extrêmement stéréotypé aussi. Oui. Le côté télégramme est en lui-même déjà une forme, en fait, qu'on applique. On pourrait faire des... Et d'ailleurs, je suis sûr que selon les époques, les mots de frigo ne se ressemblent pas. Déjà, ça se ressemble pas entre les personnes, mais... Et donc, je me réponds à moi-même, en fait, en me disant que si, bien sûr, si Isabelle voit se déployer la fleur de papier japonaise dans son Nesquik, c'est aussi parce que chacun laisse une trace de son individualité, en tout cas j'espère, dans les petits mots qu'on peut faire. Joli. Mais oui, oui, enfin voilà. Et je pense que là, on atteint vraiment une question d'expérience de lecture et presque une question de valeur. Hein. Je pense qu'effectivement, tout le monde ne va pas mettre la même définition de la littérature. Et on n'arrivera pas à trancher. Est-ce qu'il y a une dimension littéraire dans ces éléments-là? Il me semble que toi, avec ta piste de l'historicité des petits mots, avec le suivi d'un style, le style télégraphique, l'attention aussi à un interlocuteur, fait pencher quand même pour une forme impensée, pas illégitime, mais non reconnue, mais une forme non institutionnelle de littérature. Et c'est là, à mon avis, qu'on est vraiment dans ce que tu considérais au début comme les lectures interlopes. Oui, on est à la limite. En fait, je ne vois pas comment on pourrait dire que enfin, à la fois oui, non mais bien sûr c'est pas de la littérature, dans le sens où c'est pas fait, dans le sens où ce n'est pas une finalité sans fin. Alors qui dit ça? Comme dirait Kant. Non, ce que je veux dire c'est que si on adopte une définition par l'institution, en quelque sorte, on a déjà 100 ans de retard, un petit peu comme le style de Philippe Descola. Parce que je pense que ce qu'il faut encourager les gens à entrevoir, c'est que on a besoin de définitions fonctionnelles, c'est-à-dire de définitions qui regardent ce qui se passe dans la condition d'existence même de ce qu'on observe, des objets, de l'intérieur, en fait. Donc, il faut mieux regarder comment c'est écrit, et là, les sociologues nous tombent dessus, hein. Parce que Bourdieu, par exemple, si tu ne lis que son livre sur le champ littéraire, il n'ouvre pas le moindre livre, puisqu'il ne regarde que ce qui se passe en dehors. Donc là, les sociologues sont pas d'accord avec moi. Mais une explication fonctionnelle propre à l'objet, donc qui définit un point de vue littératurologique, serait de dire qu'est-ce qui fait que quand on parle, quand on écrit, c'est littéraire. Et dans ce cas-là, enfin, je pense que c'est ce qu'on a fait à longueur d'épisode aujourd'hui, c'est de dire que toutes ces choses-là impliquent l'écriture d'une voix. Et donc, si la littérature, c'est la constitution d'une voix propre, qui n'est pas... si un livre est le produit d'un autre moi que celui qui s'exprime par nos habitudes, la société et dans nos vices, comme disait Proust, dans ce cas-là, pourquoi pas... je dirais ça autrement. Si on publie les correspondances d'Apollinaire, de Flaubert, de Diderot et d'Alembert, dans ce cas-là, pourquoi pas les petits mots laissés par les amis sur le frigo. Donc voilà, bon, le déroulé de notre épisode a fait qu'on vous a parlé des deux extraits avant l'heure. De manière générale, il était difficile pour vous de savoir qui avait bien pu écrire La recherche d'écharpe et qui était mon amie meurtrière de cochon d'Inde. Donc c'est vrai que le jeu des devinettes
ne vaut pas bien sur cet épisode, mais en tout Non. cas, vos retours ont été et amusants et nombreux, vraiment. C'est vrai que c'est intéressant de vous lire et de noter. Très peu de... Mm. Alors, je tiens quand même à dire que très peu de personnes ont considéré que le cochon d'Inde était mort. Par contre, vous êtes quand même sur une équivalence à peu près entre les groupes qui pensent qu'Éric vole les écharpes et les gens qui pensent qu'il l'a rendu. Donc vraiment, une très très peu de confiance dans l'honnêteté d'Éric. Oui, bah écoute, vu les lettres qu'ils me font, ça ne m'étonne pas. Non, non, au contraire. Alors, justement, au contraire, écrivez-nous des lettres. Voilà, n'ayez pas peur. Ou alors, si vous avez peur d'Éric, vous pouvez le faire. Hein, good cop, bad cops, je ne jugerai pas, je ne corrigerai pas les CC involontaires. Vous pouvez le faire. Alors, si vous voulez vraiment faire l'équivalent numérique d'une lettre, c'est-à-dire l'email, sur noslanguesdanstonoreille@gmail.com. Tout à fait. Si vous n'avez pas peur de moi, vous pouvez venir sur Twitter, et c'est @nldtopod, mais vous tapez Nos langues dans ton oreille, c'est pareil, c'est notre compte. Voilà. Par contre, si vous voulez un peu plus de bienveillance... Alors moi, ce sera plutôt l'Instagram, effectivement, voire le Facebook, où on est tous les deux. Tout simplement, Nos langues dans ton oreille dans Instagram, et vous trouvez le compte assez facilement, sans problème. Voilà. Mais faites-le, on est vraiment en demande, hein, croyez-nous. On est également en demande de recommandations. Alors bien sûr, vous pouvez nous recommander des trucs pour qu'on les écoute ou qu'on les lise, on adore. Mais parlez de nous, parlez de nous à tout le monde. N'hésitez pas à glisser un petit épisode à vos amis sur le frigo. Une petite URL, parce que pour Nos langues dans ton oreille, le bouche à oreille, c'est essentiel. Tout à fait. Et d'ici là, ce qu'on va vous faire, ce sont des salutations très chaleureuses, mais également... des léchouilles, plein de léchouilles interlopes.